Hello, Mr. Kadri. Hello? I'm English. Oui? Can you teach me how to speak French? Oui, je peux vous apprendre le Tu français. m'expliquer comment parler français? Commençons par là. Regardez ça. Thank you. On dit livre. Un livre. Livre. Un livre. Okay. And what's that? Une fleur. 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 Une fleur. Une fleur, c'est le soleil du ciel. Non, n'importe quoi. La fleur, c'est pas le soleil de je ne sais trop Oh. quoi. Une Don't fleur, be c'est rude. une fleur. Okay. Fleur, c'est une fleur. Thank you very much, Mr. Kadri. I'm gonna find another teacher. Je vais chercher un autre professeur. Bye. Il est parti. Je crois que comme Robinson, je n'ai pas su voir qu'on pouvait jouer avec les mots. Et qu'avec les mots, on peut faire quelque chose de poétique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire de la poésie en jouant avec les mots? Bien oui, je vous explique tout de suite. Bien, bonjour, nous revoilà ici pour une nouvelle séance concernant notre séquence 4, vendredi ou la vie sauvage. Nous allons travailler notre troisième texte que j'ai intitulé La poésie des mots. Vous avez eu l'occasion déjà de relire le chapitre et de travailler un certain nombre de questions. Mais avant de commencer, comme d'habitude, situons-nous sur notre plan de séquence. Eh bien, comme je le disais à l'instant, nous voyons ici que c'est notre troisième texte, que nous avons déjà parcouru non seulement des leçons de langue qui nous permettront de faire l'évaluation finale, mais plus encore, nous avons déjà vu deux textes. Le premier texte concernait le naufrage de Robinson. Le second texte, nous avions vu comment il avait élaboré une civilisation, ou au moins un semblant de civilisation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons sauter quelques chapitres pour en arriver à une confrontation entre deux personnages, celui qui donne le titre de ce roman, c'est-à-dire Vendredi, une confrontation entre Vendredi et Robinson. Mais avant de commencer tout cela, générique. Bien, notre objectif pour cette séance est la même que les deux précédentes séances concernant les textes, puisqu'il s'agit pour nous non seulement de toujours respecter la méthodologie, certes un peu stricte, de la rédaction d'une réponse, et montrer qu'on est capable de comprendre un texte littéraire, de l'interpréter, qu'on est capable également, ici, d'en proposer une idée souvent personnelle. Alors, il nous faut contextualiser cette affaire. Nous avons sauté plusieurs chapitres. Pendant ce temps, Robinson a créé, j'allais dire, sa civilisation, et il va faire une rencontre totalement inattendue, puisqu'il croyait qu'il était seul sur l'île. Il va rencontrer des sauvages, et des sauvages qui exécutent d'autres personnes, et cela va lui donner l'occasion de sauver Vendredi. C'est Robinson qui le nommera comme tel. Et ils vont commencer à vivre ensemble, à s'engager dans cette île, mais Robinson a créé des lois dans cette île, et Vendredi n'a qu'à bien se tenir, et il doit les respecter. On apprend même parfois que
Robinson est sévère au point de battre Vendredi. Seulement, un épisode va tout faire basculer. C'est celui de la grotte. On sait que Robinson, lorsqu'il est extrêmement déprimé, choisit de se réfugier dans cette grotte, dans laquelle il a installé d'ailleurs différentes choses qu'il avait retrouvées sur la Virginie, dont des tonneaux de poudre. Un jour, Vendredi décide d'entrer dans la grotte et de prendre la pipe de Robinson, ignorant le danger. En effet, il craint que Robinson arrive. Au moment où il le craint, il fait tomber la pipe et tout explose dans la grotte. L'explosion est telle que le pauvre petit chien Taine en a une crise cardiaque. Et à ce moment-là, pour Robinson, tout va se détruire. Mais est-ce que c'est une destruction totalement négative? On se rend compte, et se rend-il compte lui-même, que petit à petit, eh bien, il va lâcher prise, comme on dit familièrement, il va être moins rigide, et il va commencer à découvrir l'autre, qu'il considérait comme un sauvage, qui ne l'est pas vraiment, qui est surtout un homme libre, avec ses propres valeurs, sa propre façon de vivre au monde, sa propre façon de construire sa réalité. Vendredi. Alors l'épisode que j'ai choisi, le chapitre 26, nous montre comment Robinson décide d'apprendre l'anglais à Vendredi. Nous allons voir que sa méthode est particulière. Et nous allons voir aussi que Vendredi, lui, va réagir de manière inattendue. Et que cette manière qui aurait pu susciter la grande colère de Robinson va aboutir à quelque chose d'autre, c'est-à-dire à les lier d'une plus forte amitié, parce que Robinson va commencer à comprendre Vendredi et il va même s'en inspirer et se rendre compte que du côté de Vendredi, on a quelque chose de la joie de vivre. Ce qui nous fera écho à la fin du roman lorsque Robinson décidera finalement pourquoi se priver de faire la fête tous les jours. Ce qui veut dire pourquoi se priver d'être heureux. Mais avant de commencer, eh bien, maintenant que nous avons contextualisé notre chapitre 26, il s'agit pour nous de le lire. Donc, je vous laisse le découvrir tout de suite et après, nous suivons les questions et nous commentons notre chapitre 26 concernant Vendredi ou la vie sauvage. Au cours des années qui avaient précédé l'explosion et la destruction de l'île civilisée, Robinson s'était efforcé d'apprendre l'anglais à Vendredi. Sa méthode était simple. Il lui montrait une marguerite et il lui disait « Marguerite ». Et Vendredi répétait « Marguerite ». Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Ensuite, il lui montrait un chevreau, un couteau, un perroquet, un rayon de soleil, un fromage, une loupe, une source, en prononçant lentement. Chevreau, couteau, perroquet, soleil, fromage, loupe, source. Et Vendredi répétait après lui, et répétait aussi longtemps que le mot ne se formait pas correctement dans sa bouche. Lorsque la catastrophe s'était produite, Vendredi savait depuis longtemps assez d'anglais pour comprendre les ordres que lui donnait Robinson et nommer tous les objets utiles qui les entouraient. Un jour, cependant, Vendredi montra à Robinson une tache blanche qui palpitait dans l'herbe et il lui dit « Marguerite !»« Oui, » répondit Robinson, « c'est une marguerite. » Mais à peine avait-il prononcé ces mots que la marguerite battait des ailes et s'envolait. « Tu vois, dit-il aussitôt, nous nous sommes trompés, ce n'était pas une marguerite, c'était un papillon. »
Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c'est une marguerite qui vole. Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, Robinson se serait fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur et un papillon un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit. Plus tard, Vendredi et lui se promenaient sur la plage. Le ciel était bleu, sans nuages, mais comme il était encore très matin, on voyait le disque blanc de la lune à l'ouest. Vendredi, qui ramassait des coquilles, montra à Robinson un petit galet qui faisait une tache blanche et ronde sur le sable pur et propre. Alors, il leva la main vers la lune et dit à Robinson : « Écoute-moi, est-ce que la lune est le galet du ciel ou est-ce ce petit galet qui est la lune du sable ?» Et il éclata de rire, comme s'il savait d'avance que Robinson ne pourrait pas répondre à cette drôle de question. Puis il y eut une période de mauvais temps. Des nuages noirs s'amoncelèrent au-dessus de l'île, et bientôt la pluie se mit à crépiter sur les feuillages, à faire jaillir des milliards de petits champignons à la surface de la mer, à ruisseler sur les rochers. Vendredi et Robinson s'étaient abrités sous un arbre. Vendredi s'échappa soudain et s'exposa à la douche. Il renversait son visage en arrière et laissait l'eau couler sur ses joues. Il s'approcha de Robinson. « Regarde, lui dit-il, les choses sont tristes, elles pleurent. Les arbres pleurent, les rochers pleurent, les nuages pleurent. Et moi, je pleure avec eux. Ouh, la pluie, c'est le grand chagrin de l'île et de tout. » Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres, comme la lune et un galet, larmes et la pluie, puissent se ressembler au point d'être confondus et que les mots volent d'une chose à une autre, même si ça devait un peu embrouiller les idées. Il entra tout à fait dans le jeu quand Vendredi lui expliqua les règles du portrait araucan en 5 touches. Vendredi lui disait par exemple : « C'est une mer qui te berce, c'est un cuisinier qui sale ta soupe, c'est une armée de soldats qui te retient prisonnier, c'est une grosse bête qui se fâche, hurle et trépine quand il fait du vent, c'est une peau de serpent aux 1000 écailles qui miroite au soleil. » Qu'est-ce que c'est ? « C'est l'océan !» triompha Robinson. Et pour montrer qu'il avait compris la règle du jeu, il interrogea Vendredi à son tour. « C'est une toison géante où 2 hommes sont cachés comme des puces. C'est le sourcil qui se fronce au-dessus du gros œil de la mer. C'est un peu de vert sur beaucoup de bleu. C'est un peu d'eau douce dans beaucoup d'eau salée. C'est un bateau toujours immobile à l'ancre. Qu'est-ce que c'est ? » « C'est notre île, Speranza !» s'écria Vendredi, et il posa à son tour une autre devinette. « Si c'était un arbre, ce serait un palmier à cause des poils fauves qui en couvrent le tronc. Si c'était un oiseau, ce serait le corbeau du Pacifique, à cause de son cri rauque et aboyant. Si c'était une partie de mon corps, ce serait ma main gauche, à cause de la fidélité avec laquelle elle aide ma main droite. Si c'était un poisson, ce serait le brochet chilien à cause de ses dents aiguisées. Si c'était un fruit, ce serait 2 noisettes à cause de ses petits yeux bruns. Qu'est-ce que c'est ? » « C'est Taine, notre bon chien, » répondit Robinson. « Je l'ai reconnu avec son poil fauve, son aboiement, sa fidélité, ses crocs aiguisés et ses petits yeux noisettes. » Mais parce qu'il évoquait le souvenir du bon Taine disparu, Robinson sentit une tristesse l'envahir et une drôle de boule se gonfler dans sa gorge et l'empêcher de parler. Vendredi s'en aperçut et s'en voulut de sa maladresse. Alors, première partie, l'apprentissage de la langue. Nous allons nous intéresser à cette manière particulière, la pédagogie si étonnante de Robinson lorsqu'il s'agit pour lui
de permettre à Vendredi d'apprendre l'anglais. Alors, la première question que je vous posais ici, c'était quelle est la méthode qu'emploie Robinson pour apprendre l'anglais à Vendredi et que pensez-vous de cette manière de faire? Alors, d'abord, on constate que la pédagogie, c'est-à-dire la manière d'apprendre de Robinson est très stricte et très simple. Je vous montre un objet, je vous dis comment il se nomme, vous répétez et vous savez. Alors j'imagine assez mal un professeur de français dire à ses élèves, eh bien écoutez, si vous voulez que je vous apprenne le français, c'est très simple, à chaque fois que je vous montre un objet, vous retenez le mot pour le désigner. Alors il y a plusieurs risques, parce que je ne suis pas sûr et certain qu'on puisse construire des phrases comme cela. Ou alors vous pourriez me dire, monsieur Cadry, on n'a pas besoin de vous, un simple dictionnaire des noms communs et tout cela sera suffisant. Vous auriez raison. Et en ce sens, on peut dire donc que la manière qu'a Robinson de traiter la langue, eh bien, est une manière très stricte. Un mot veut dire une chose, il ne veut pas dire autre chose, ça veut désigner un seul objet, pas plus, pas moins. Pour lui, la langue n'a pas de relief particulier. Nous allons voir après avec Vendredi comment, justement, une réponse peut être faite à cette manière un peu particulière d'apprendre la langue. Alors pour l'instant, je vous propose une première réponse et vous allez constater que, comme de coutume, j'ai mis en rouge les éléments qui montrent que votre texte est organisé et qui soulignent bien les différents aspects de la méthodologie que nous avions vus sur les 2 séances précédentes. Voilà, je ne les commande pas à chaque fois, mais au moins la mise en gras et en rouge vous permettra toujours de bien voir ce qu'il faut mettre. Lisons la réponse. La méthode qu'emploie Robinson pour apprendre l'anglais à Vendredi est simple. En effet, il désigne une chose et donne son nom. Vendredi n'a plus qu'à répéter. Je cite le texte. Il lui montrait une marguerite et il lui disait « Marguerite ». Et Vendredi répétait « Marguerite ». La méthode de Robinson appauvrit la langue, car elle n'a aucun relief et pourtant il est très strict. Citation. Et Robinson corrigeait sa prononciation défectueuse aussi souvent qu'il le fallait. Vous voyez ici, Robinson, finalement, la règle, son exigence, c'est que le mot soit bien prononcé et cela lui suffit amplement. Bien. Passons à notre deuxième question. Dans la deuxième question, je vous demandais de donner des exemples qui montrent que Vendredi crée des images avec les mots. Et c'est là que tout change. Et c'est là que ça va nous intéresser par rapport à la séance qui viendra après celle-ci, sur les figures de style. Bon, certes, Vendredi est docile, c'est-à-dire qu'il accepte de faire ce qu'on lui dit parce qu'il craint quand même les réactions de Robinson, mais à la faveur d'un malentendu, d'une confusion, tout va basculer. Vendredi croit voir une marguerite. Il dit à Robinson « Marguerite ». Robinson réagit « Oui, très bien ». Sauf que la marguerite s'envole, regardez les faits. Il est facile de confondre une marguerite avec un papillon qui s'envole. Ce n'était pas une marguerite, mais un papillon. Alors, Vendredi dit qu'un papillon blanc, c'est une marguerite qui s'envole. Que fait Vendredi? Vendredi fait quelque chose d'essentiel.
Vendredi prend les mots, il crée des images avec ces mots, il établit des comparaisons. Et ici, c'est une comparaison particulière, c'est une image particulière qu'on appelle une métaphore. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur des définitions très précises de ces figures de style-là. Ça ne lui suffit pas. Dès lors qu'il a compris qu'on pouvait mélanger, mixer les mots, créer de nouvelles réalités, créer même des choses qui n'existent pas grâce aux mots, eh bien, il se prend au jeu et il va poser un certain nombre de questions. Est-ce que la lune est le galet du ciel? Des questions qu'on ne comprend pas, mais dont on sent qu'elles nous font entrer dans la poésie. Électrocardiogramme. Pourquoi vous montrerai-je un électrocardiogramme? Eh bien, c'est pour différencier Vendredi de Robinson. Vous avez tous déjà eu des sueurs froides en regardant dans un film votre héros malheureusement à l'hôpital, peut-être en train de mourir, et l'électrocardiogramme qui fait pip, 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 qui montre que le cœur est en activité, que la personne est toujours vivante. Et puis quand elle meurt, cela fait pip, montrant que c'en est fini. Eh bien, Robinson est du côté d'une langue morte. Cette langue qui n'a plus de relief, qui n'a plus de battement. Alors que Vendredi, d'emblée, et d'ailleurs c'est symbolique puisqu'on le sent vivant tout au long de ce roman, on le sent proche de la nature, on le sent en concurrence avec les éléments ou ami avec les animaux. Et lui choisit de faire quelque chose de vivant de la langue. Il est du côté donc de la poésie. La poésie, c'est ce qui rend la langue vivante. Si vous n'étiez que comme Robinson, très strict, tout est littéral, c'est-à-dire qu'un mot désigne un seul mot, eh bien, vous seriez du côté d'une langue sans vie. Voilà pourquoi la poésie est fondamentale. Et d'ailleurs, vous ne pourriez même pas vraiment exprimer vos états d'âme, vos sensations, vos sentiments. La figure de style, celle qui rend la langue plus expressive, c'est ce qui vous permet de vous exprimer, d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous ressentez, de le faire comprendre à l'autre. Sinon, vous ne pouvez rien lui faire comprendre, ou que vaguement. Parfois, le paradoxe, c'est-à-dire la chose inattendue, c'est qu'il faut des images pour que l'autre nous comprenne. Alors, on peut, à ce stade, lire le passage, la réponse concernant cette deuxième question. Vendredi crée des images avec les mots. À cet égard, la confusion entre une marguerite et un papillon lui permet de créer instinctivement une métaphore. Image qui établit des ressemblances. Un papillon blanc, rétorqua Vendredi, c'est une marguerite qui vole. Il fait donc de la poésie sans le savoir. Ainsi, pose-t-il même des questions très étranges mais amusantes. Est-ce que la lune est le galet du ciel ou est-ce que ce petit galet qui est la lune du sable? Question relativement complexe, mais qui n'a jamais, en lisant une poésie, senti que la difficulté de la comprendre était importante. Oui, parce que par définition, une poésie, comme disait Raymond Queneau, doit garder un aspect énigmatique. C'est le temps où vous avez le droit, vous, de l'interpréter à votre façon, de comprendre ce que cet agencement, ce mélange de mots va créer chez vous. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre une poésie tout de suite. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas essayer ou de laisser ça de côté. Bien, continuons un petit peu notre parcours. Ici, je vous disais, dans la troisième question, je vous demandais plus exactement,
le narrateur qui montre que finalement, Robinson n'est plus vraiment sévère avec Vendredi. Eh bien, oui, le narrateur nous dit. Il nous explique qu'à une certaine époque, à partir du moment où Vendredi ne s'exécute pas, Robinson se serait fâché très fort. Seulement, pas cette fois-ci. Il se tait et il réfléchit. Lui, qui a dû abandonner, qui a vu sa civilisation s'écrouler, eh bien, se laisse inspirer par Vendredi et finit par trouver presque amusant ce petit jeu auquel s'adonne Vendredi, celui des mots. Je vous lis la réponse. Comme Vendredi s'amuse pendant son apprentissage de la langue, Robinson aurait pu s'énerver. Mais de plus en plus, depuis l'explosion de la grotte, il a abandonné sa sévérité et sa rigidité d'homme civilisé. Il accepte de se laisser inspirer par le simple bonheur de vivre du jeune sauvage. Tout cela entre guillemets, pour bien montrer que ce sont des termes qui, pour le coup, ne désignent pas réellement ce qu'ils croient désigner. Je cite, « Avant la catastrophe, quand il était le maître de l'île et de Vendredi, il se serait fâché. Il aurait obligé Vendredi à reconnaître qu'une fleur est une fleur et un papillon un papillon. Mais là, il se tut et réfléchit. » Vous voyez que finalement, nous-mêmes, dans notre propre parcours, nous ne pourrons plus facilement utiliser des termes comme civilisé pour dire le civilisé, ça nous désigne, le sauvage, ça désigne l'autre. On ne peut pas faire un usage aussi strict de la langue qui nous mettrait dans une réalité très peu nuancée. La réalité est toujours plus complexe, c'est-à-dire plus difficile à interpréter. Il ne faut pas se presser de comprendre tout trop vite. Il faut prendre le temps. Bien, pour cette partie, nous en avons terminé. Nous allons passer à notre deuxième partie. La poésie des mots. Nous l'avons compris, tel est le sujet de cette séance. Alors ici, je vous ai dit que Vendredi utilisait des figures de style. Je vous ai dit que les figures de style, ce sont des images. C'est ce qu'on apprenait quand on était en primaire et qu'on apprenait qu'il y avait un sens propre et un sens figuré. Eh bien, Vendredi, lui, aime jouer avec le sens figuré. Alors que Robinson voulait en rester au sens propre. Alors, il n'utilise pas simplement que des métaphores, il utilise d'autres figures de style. Voilà pourquoi je vous posais cette question. Vendredi utilise des personnifications pour exprimer ses émotions. Relevez quelques exemples de cette figure de style. La personnification est une figure de style qui donne des attributs humains à des êtres inanimés, voire à des êtres animés, mais comme les animaux. Très vite, on a l'impression, à la lecture de ce chapitre, que dès lors qu'il apprend l'anglais, il n'a qu'une envie, c'est de jouer avec les mots, donc de faire de la poésie. Ou alors, découvre-t-il tout de suite que grâce aux mots, il peut exprimer des émotions, et que ces émotions s'expriment par image. Alors, les personnifications, c'est dire que les rochers pleurent, c'est dire que les nuages pleurent. Donc, c'est notre deuxième figure de style, nous y reviendrons dans la prochaine séance. Mais alors, c'est bien,
maintenant de reconnaître une figure de style. Mais s'il dit que l'île pleure, cela veut dire qu'une figure de style, encore faut-il l'interpréter, il faut dire ce qu'elle veut dire. S'il dit tout le paysage pleure, c'est qu'il est en train d'exprimer une tristesse, un petit moment de tristesse qui lui est passé. Donc, personnification, c'est la figure de style. Je dis, les rochers pleurent, ou l'île pleure. C'est bien, mais encore il faut que je l'interprète. Donc que je dise que cela exprime la tristesse de vendredi. Une figure de style, ça s'interprète. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors, quelle est la réponse que je vous propose ici? Vendredi utilise plusieurs personnifications afin d'exprimer un petit moment de tristesse. Il dit que les arbres pleurent, que les rochers pleurent, ou encore que les nuages pleurent. Grâce à lui, et contrairement à Robinson, on comprend que les figures de style servent à donner vie et relief aux mots et au langage. La langue est vivante et il la rend expressive. Voilà. Question. Quand Vendredi parle de la nature qui pleure, le narrateur dit que Robinson commençait à comprendre. D'accord? Mais que comprend-il? Expliquez-moi. En fait, petit à petit, et c'est là que l'on voit que Robinson désormais se laisse influencer par Vendredi, car il accepte petit à petit de ne plus considérer Vendredi comme quelqu'un dont il ne pourrait rien apprendre. Petit à petit, il est à l'écoute. Et donc, petit à petit, il arrive à apprendre de l'autre. Jusque-là, il était indifférent de savoir ce qu'aurait pu lui apporter Vendredi, outre sa présence. Ah non, Vendredi, c'est le sauvage, donc il n'a rien à nous apprendre, il n'a rien à nous dire. Et puis, quand on s'arrête une minute, quand on prend le temps d'écouter, quand on prend le temps de se taire, quand on prend le temps de réfléchir, petit à petit, eh bien, l'autre nous apparaît moins étranger, ou alors l'autre nous apparaît pouvoir nous apporter quelque chose dont on n'avait pas l'habitude. Il comprend quoi finalement, plus concrètement? Il comprend qu'on peut jouer avec les mots, que les mots ne sont pas aussi rigides que lui, que grâce aux mots, on peut créer de nouvelles réalités, qu'on peut s'amuser, qu'on peut s'exprimer, se consoler, que les mots ont un pouvoir magique. C'est celui que la poésie nous apprend. Alors, ce n'est pas facile parce que ça embrouille les idées, nous allons y revenir, mais Robinson comprend cela, comprend que sa méthode n'était pas la bonne, comprend que le choix de sa méthode trahissait aussi sa façon d'être. Continuons. Lisons la réponse. Quand le narrateur dit que Robinson commençait à comprendre, cela signifie qu'il réalise que les mots ne désignent pas strictement tel ou tel objet. Au contraire, on peut jouer avec les mots, on peut créer des liens inattendus, voire de nouvelles réalités. Bref, il comprend ce qu'est la poésie, même si parfois ce phénomène embrouille un peu les idées.
il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres puissent se ressembler au point d'être confondues et que les autres mots volent d'une chose à une autre. Voilà. Voilà pourquoi on écrit des poèmes. Pour ne pas en rester sur une vision du monde trop simple, trop stricte, trop dure, voire douloureuse. On croit qu'on veut cela, on découvre l'autre, on se rend compte qu'on n'en veut plus, on ne veut plus de ce qu'on croyait qu'on voulait, on veut autre chose. On veut aussi apprendre ce que l'autre nous donne à apprendre. Le soleil, le soleil, le soleil, nous allons en parler, mais maintenant que nous sommes entrés dans la poésie, que la chose est actée, que tout le monde l'accepte, que Robinson a compris qu'il cède enfin, eh bien, il joue. Il joue avec les mots. Ils font des énigmes. Ils créent des énigmes. C'est ce qu'on appelle le portrait arrogant en 5 touches. Lisons la question et nous en reparlons tout de suite. À la manière de vendredi, c'était notre petite expression écrite, avec la mer ou avec Taine, propose le portrait arrogant en 5 touches du soleil. Où le portrait arrogant, justement, succède à toute cette compréhension soudaine que désormais c'est fini. On ne va plus traiter les mots comme des choses, toutes simples. Non. Avec le portrait arrogant, on succède à une autre étape. C'est-à-dire que maintenant, on va désigner des choses avec des phrases très étranges, énigmatiques, totalement différentes. C'est-à-dire que, ça y est, il fait l'expérience que pour une réalité, on peut dire énormément de choses. Alors eux, ça les amuse. Donc ils se disent, alors, moi, je ne vais plus nommer la chose telle qu'elle, mais je vais dire tout ce qu'on peut dire autour de cette chose, et tu vas essayer de la deviner. Voilà pourquoi Robinson fait deviner l'île Speranza à vendredi, puisque Robinson, maintenant, est content, il a compris. Et puis, moment un peu triste, vendredi, un peu maladroitement, ne désigne pas Taine, le chien, tel quel, mais il le désigne avec ses touches, les 5 touches arrogants, c'est-à-dire d'autres mots pour dire quelque chose, une réalité. C'est le chien Taine. Et puis le chien Taine, il ne l'a pas fait exprès parce que lui, il pensait au chien Taine, mais il a oublié que remémorer le souvenir du chien qui venait de mourir, a rendu triste Robinson. Il s'en veut. Voilà. Donc, pourquoi le portrait arrogant en 5 touches ? Simplement pour nous dire que vous pouvez désigner une réalité, une chose, de multiples manières. Et que c'est chacun qui l'invente. Et que d'autres peuvent le deviner. Si vous ne devinez pas, c'est que la poésie était un peu compliquée. La poésie arrogant était un peu compliquée. Si vous la comprenez tout de suite, c'était une poésie simple. C'est un peu le secret de la poésie. Est-ce qu'une poésie va vous permettre de tout de suite comprendre de quelle réalité elle parle ? Pas toujours. Je vous ai dit au départ que Raymond Queneau disait dans un poème très célèbre, qui donnait la recette d'une poésie, dans son art poétique, que la poésie devait être énigmatique. Il fallait mettre un soupçon d'énigme. Parce qu'on ne peut pas donner ça comme ça. Il faut y mettre du mystère, de l'étrangeté, et puis
comme ça que la poésie se construit. Eh bien, le portrait à Rocan, vous voyez, c'est comme ça que la poésie se construit. C'est-à-dire qu'elle désigne des réalités en passant indirectement par différents biais, et puis petit à petit, nous, on arrive à comprendre de quoi elle parle. Mais ce dont elle parle, c'est aussi moi qui l'ai pensé comme tel. Parfois, quelqu'un ne devinera pas la même chose que moi, pensera autrement. C'est ce qu'on appelle interpréter un texte. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi d'un texte, mais ça veut dire que parfois, un texte nous touche pour chacun de manière différente parce qu'il nous rappelle des réalités différentes. Autrement dit, comme au début, cet Anglais à qui je devais apprendre ce qu'était une fleur, il avait bien raison de me dire que la fleur, c'est comme le soleil du ciel. Mais oui, il avait raison, parce que pour lui, la fleur, c'était ça. Pour moi, la fleur, ce n'était pas ça, c'était une fleur. Bien non, pour chacun, une fleur représente quelque chose, une réalité, un souvenir, etc., etc. Alors, je vais vous demander de faire le portrait à Rocan en 5 touches du soleil, cela pouvait donner cela. Il est le feu qui illumine les hommes, c'est l'être que l'on aime, tu es le soleil de ma vie, dit-on parfois. Il façonne notre temps. Si la lune est la nuit, lui est le jour, puis il meurt dans un ciel riche et sombre. Voilà. Nous terminons donc ici sur de la poésie. Chacun peut écrire des poésies. En cette période de confinement, c'est l'occasion. Écrivez des poésies. Si vous avez des émotions, si vous ressentez quelque chose, parfois du bonheur, parfois de la douleur, la poésie, mettre des mots dessus, vient nous soulager. Et en plus, c'est une manière de pouvoir le partager. C'est bien ce qui se passe quand Robinson et Vendredi finissent par se comprendre. Bien, notre leçon s'arrête ici. Bientôt, nous reparlerons de notre Vendredi, mais de son départ. Je vous en dirai plus la prochaine fois. À bientôt.